Eh bien, nous sommes de retour sur notre plateau et nous sommes en compagnie toujours de Madame Baba Emmanuel. Et tout à l'heure, Madame Baba Emmanuel, nous parlions du choix de la structure d'encadrement. Nous avons bien reçu vos enseignements relatifs à la question. Et donc, comment déceler ces insuffisances pendant cette période? Voilà. Ça, c'est une belle question. Mais je me demande si c'est nécessaire qu'on la pose. Parce que l'étudiant qui vient à l'école, à la fin du cours, il est forcément évalué. Il n'y a pas meilleure manière de s'évaluer au travers de ses notes. Celui qui a une mauvaise note, c'est qu'il n'a rien compris, il n'a pas travaillé. Celui qui a une bonne note, c'est qu'il a compris, mais il doit faire mieux. Donc, pour déceler ces insuffisances, c'est d'abord le premier point. Vos notes de classe. Vos évaluations. Celui qui a 1, il sait qu'il a des insuffisances. Celui qui a 10, il sait qu'il est passable. Celui qui a 12, 13, assez bien. OK. 14, 15, bien. 16, 17, 18, excellent. Donc, je pense que ce sont des points qui permettent à l'étudiant de s'auto-évaluer. Mais il n'y a pas que l'évaluation, parce que le jour de l'évaluation, on peut être, comme on le dit, ne pas se sentir dans sa peau, hein. On ne s'est pas bien réveillé, on a des petits soucis de famille, hein, et puis c'est la jeunesse, hein. On a des petits soucis de cœur, tout ça. Je leur dis souvent de laisser ça à côté. Il y a un temps pour tout dans la vie, mais on ne peut pas, ils ne peuvent pas. Donc bon, le jour de l'évaluation, on ne sait jamais. La meilleure manière de déceler ces insuffisances, c'est que lorsque on a fait une soit évaluation ou bien un cas pratique, je veux dire un exercice de classe, et qu'on a corrigé, je leur dis toujours, considérez que vous n'avez jamais corrigé. Laissez le corriger au nord, vous-même restez au sud. Reprenez l'épreuve sans la correction. Et puis, essayez de faire. En ce moment, vous voyez, à chaque fois que vous évoluez dans l'exercice, vous voyez vos insuffisances. Ah, je n'ai pas compris ici, je n'ai pas compris ici, je n'ai pas compris ici. Donc, c'est la meilleure manière d'évaluer ces insuffisances. Mais quelqu'un qui prend une correction, ou bien même l'épreuve et une correction, qui la lit, comment il va savoir s'il est fort ou pas? Donc, il faut bien suivre les corrections et il faut essayer de reprendre les exercices que vous avez vus, soit avec le prof ou bien avec vos amis d'ailleurs. Ça peut être d'autres structures. Vous avez vu un BTS blanc d'une école X ou bien d'une école Y, vous essayez de rédiger, vous dites, ah mais attends, je ne suis pas bon. Donc, il faut encore travailler davantage. Donc, voilà comment l'étudiant peut déceler ses insuffisances. Et donc, si on devait établir un vote, pensez-vous que cette période était utile pour la matière, oui ou non? Établir quoi? Si on devait établir un vote, si vous deviez vous prononcer sur la vie, est-ce que cette période-là, la trouviez-vous utile pour la période? La période, quelle période? La période de renforcement. Est-ce qu'elle est beaucoup utile pour l'étudiant? Je dirais non. Donc, les parce qu'il va s'embrouiller. Oui. Il va s'embrouiller parce que cette période, il pouvait prendre pour, comment on appelle, faire une auto-évaluation. C'est-à-dire, cette période lui permettrait de savoir ce qu'il n'a pas réellement compris et sur quoi il doit axer ses efforts. Parce que là où ils vont se faire, je ne sais pas, c'est des cours de renforcement, c'est comme ça on dit? Oui. D'accord. Là, ils vont faire les cours de renforcement.
on leur impose le programme. Le programme ne vient pas d'eux. Qui sait? Peut-être que vous êtes fort en management. Moi, ce que je sais, pour les matières de spécialité, on va mettre management aujourd'hui, études de cas demain, on va mettre ci, ça. Mais moi, par exemple, je n'ai pas de problème en fondement et études de marché. Mais je vais perdre un temps inutile là-bas. Donc, moi, je pense que c'est une perte de temps. Voilà, et ils se perturbent davantage. Par contre, s'ils se sont assis seuls dans un premier temps, se concentrer sur un exercice, savoir qu'ils n'ont pas compris, ils vont essayer de comprendre et aller vers un de leurs amis pour essayer de comprendre davantage. Ça, c'est une auto-évaluation. Mais là où partez-vous renforcer, on vous impose. Et puis, qu'est-ce pour que c'est le chapitre que vous n'avez pas compris que vous allez voir ce jour-là? Puisque c'est de 12h, et de 8h à 12h, de 13h ou bien 14h, je ne sais pas moi, à 16h, 17h. Qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes nombreux, vous voulez poser une question, vous voulez comprendre un chapitre clé, mais on ne prend pas les chapitres. On prend un exercice de MRV, par exemple, de management de la force de vente, et on traite. Mais est-ce que vous maîtrisez tout ce qui est dans l'exercice? Vous êtes allé chercher quoi là-bas? Ce temps-là, c'est une perte de temps inutile. Non, franchement, pour moi. D'accord. Bon, ça se voit que le professeur n'est complètement d'accord, pas d'accord avec l'idée. Et donc, mais le professeur, il y a le bruit qui court aussi que la particularité de l'épreuve de management de la force de vente, ce sont ces calculs compliqués. Donc, professeur, les étudiants attendent aujourd'hui certainement de vous que vous leur donniez sur ce plateau des techniques secrètes et miracles pour pallier à ces différents calculs, notamment pour la détermination du nombre de vendeurs et consorts. Par la méthode de la charge annuelle du travail. Parce qu'il y a 3 méthodes. C'est la méthode la plus compliquée. Ah oui, je vous remercie beaucoup pour cette question. Il faut dire que tout commence par le subconscient, par la psychologie. Lorsqu'on se met en tête que c'est difficile, cela va paraître difficile. Il n'y a rien qui est difficile. Rien n'est difficile. Il ne faut pas se bloquer l'intelligence. Je leur dis souvent que nul n'est bête. Nul n'est inintelligent. Il y a la volonté et le travail. A priori, c'est peut-être compliqué, mais c'est pourtant ce qui est compliqué qui est facile. C'est ce qui n'est pas compliqué qui est difficile, parce que ce qui est compliqué, ce qui n'est pas compliqué, il y a 10 000 chemins pour y parvenir. Mais ce qui est compliqué, il y a un seul chemin. Donc, par exemple, l'épreuve de management de la force de vente et notamment la détermination de la force de vente par la méthode de la charge annuelle du travail. Si vous avez fait 4 exercices différents de la détermination de la taille, c'est fini. Vous nous assurez ça, professeur? Oh, je vous assure. Il suffit de les reprendre. Mais ils sont là, ils peuvent témoigner. C'est la même chose qu'on dit. Par exemple, on va vous dire, il y a la catégorie des clients, il y a l'effectif, il y a le nombre de visites, soit par semaine, par mois, par trimestre, par semestre. Il y a le temps de visite, demi-heure, 45 minutes, 1 heure, 1h30. Où est-ce qui est étranger si on a vu différents exercices? Pour la détermination du potentiel du vendeur, on nous dit, comment est-ce qu'on appelle ça? Il a 5 semaines de congés payés, il a une journée de prospection, soit par semaine, toutes les 2 semaines. Mais si on a fait 5 exercices, on a vu ces thèmes-là, qu'est-ce qui reste? Absolument rien. Il ne reste rien. Donc, le fait de dire que c'est compliqué, il faut l'enlever. Voilà, cela constitue un podcast. Il faut l'enlever dans votre tête. Il faut suivre bien les exercices, il faut reprendre les exercices et puis il faut aller vers d'autres exercices que vous n'avez pas encore fait. C'est le secret. D'accord. Eh bien, chers téléspectateurs, nous reviendrons dans un instant pour poursuivre notre entretien avec Madame Baba Emmanuel, juste après cet arrêt publicitaire. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Rentrez
Rentrée académique 2018-2019. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec la compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation Niamey-Abidjan. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles en DTS, BTS, licence professionnelle et master, rejoignez HETech Niamey au quartier Terminus NB46. Infoline 20 73 80 00 90 49 79 65 89 96 71 16. HETech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Agitel Formation, rentrée académique. Fini les années lycée, une nouvelle page s'ouvre. Vous avez du talent, nous vous offrons un milieu pour découvrir, exprimer votre potentiel. Agitel Formation, c'est un cabinet de langue pour la préparation au TOEFL. C'est une salle de simulation boursière, une antenne de l'agence emploi jeune, un centre incubateur, créateur d'entreprises. Pour votre réussite, faites le choix du meilleur pour un avenir professionnel garanti. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel. Nombre de places limité. Agitel Formation, écrivons ensemble les pages de votre réussite. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Eh bien, nous sommes de retour sur notre plateau et nous sommes en compagnie toujours de Madame Baba Emmanuel. Nous avons bien reçu vos enseignements relatifs à la question. Bien noté, professeur. Et donc, nous tirons allègrement vers la fin de notre émission. Mais avant, nous allons aborder le chapitre, sinon l'axe numéro 3, qui est l'attitude à avoir face à l'épreuve. Et donc, comment pourrait-on évaluer la probabilité pour qu'un chapitre apparaisse dans le sujet ? Parce qu'il faut le dire que les étudiants ont tendance à s'adonner à ce jeu-là, de biner. Voilà. Et donc, est-ce que d'abord, c'est un procédé qui en réalité, porte ses fruits? Et qu'est-ce que vous pensez de la question? Effectivement, c'est un procédé qui porte ses fruits. Je suis d'accord avec. Mais ce que je voulais dire, comme nous tendons vers la fin, il ne faut pas que j'omette ce point très important. Quels que soient les a priori que vous avez sur une matière, à l'examen, il faut être serein. Notamment l'épreuve de management, parce qu'à l'époque, quand j'étais au secrétariat du BTS, je voyais que j'ai fait une fois un centre de gestion commerciale. Le jeudi matin, on avait TCI, les étudiants étaient relax, mais à partir de midi, 13h, ils ont commencé à grelotter, à trembler, à avoir peur. Ouais, le soir, on va nous tuer. Voilà, les effets du stress. Donc déjà, il faut chasser ça. Hein? Je leur conseille de chasser ce stress-là. Parce que quand on est stressé, on va passer à côté. Pour ma part, je donne toujours les probabilités. Dans toutes mes matières, je donne la probabilité qu'on retrouve l'épreuve à l'examen national. Donc, il faut dire qu'effectivement, pour l'épreuve de management, il y a des chapitres qui sont récurrentes. Il y a des chapitres qu'on a l'habitude de retrouver. Comme vous l'avez dit, la taille optimale de la force de vente. Ça c'est clair. Quand nous sommes arrivés sur ce chapitre, je leur ai dit que l'épreuve soit conçue sur Jupiter, sur la Lune. Vous aurez ce chapitre dans l'épreuve. Donc c'est vrai, il faut jouer avec. Mais je veux dire que moi, je ne peux pas dire que ce chapitre, pour le BTS 2019, on va donner tel chapitre, on va donner tel chapitre. Mais l'étudiant même, partant de 2018, qui essaie de voir les épreuves du BTS national sur 5 ans, c'est-à-dire de 2018 jusqu'à peut-être, je ne sais pas moi, 2014, quelque part là-bas, ou bien 2013, aura une idée parfaite de ce qu'on va donner à l'examen. Mais un enseignant qui dit on va donner ça, ça devient du fétiche.
Et puis là, vous voyez les étudiants aussi, parce qu'ils vont se focaliser dessus. Et quand on ne donne pas ça, ils ne pourront rien trouver. Donc, il faut parcourir comment on appelle, les différentes épreuves qui sont déjà passées, 2018 jusqu'à, oh là là, et puis eux-mêmes, ils vont se faire une idée. Voilà, parce que tous les chapitres ont la probabilité d'être dans l'épreuve de management. Voilà, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 14. Et justement, en parlant de se faire une idée, donc, nous aimons savoir comment se présente l'étude en fait, du sujet en tant que tel. Ah oui, c'est vrai. Et j'aimerais donner ce conseil-là ici, parce que l'épreuve de management, comme on le dit, on est d'accord. Hein. Je suis d'accord quand les étudiants disent que c'est plus ou moins compliqué, mais en fait, c'est pas compliqué, c'est pure logique. Quand on est dans la logique, on s'en sort. Pour l'épreuve de management, c'est qu'il faut faire. Il faut d'abord, dans un premier temps, quand vous prenez l'épreuve, lire. Je pense que c'est pareil pour toutes les épreuves, mais pour cette épreuve-là, il y a tellement une suite logique. C'est comme si c'était une étude de cas. Vous allez voir que le dossier 1, les réponses du dossier 1 vont aider même souvent à traiter le dossier 2 et ensuite le dossier 3. C'est une suite logique. Donc, lorsque on donne l'épreuve, il faut dans un premier temps lire l'épreuve dans son entièreté, c'est-à-dire de la première lettre jusqu'au dernier point avant de commencer à écrire. Cela va vous aider. Et puis, pour mieux assimiler encore, il faut dire que l'épreuve de management, de plus en plus, on demande qu'on fasse une introduction. Ça n'a rien à voir avec l'introduction de l'étude des cas, c'est une introduction de 2 à 3 lignes, juste pour situer les faits. Pour vous dire combien de fois c'est cohérent. Et après ça, moi, je conseille à l'étudiant de commencer dossier par dossier, c'est-à-dire d'évoluer de façon progressive. S'il veut faire le dossier 3, avant de venir au dossier 1, ça ne marche pas en management de la force de vente. Parce qu'il pourrait avoir besoin des réponses du dossier 1 pour traiter le dossier 3. Donc, il faut se débrouiller, finir le dossier 1, venir au dossier 2, ensuite au dossier 3. Une suite logique dans le chronologie. Voilà. Et donc, professeur, je le disais tantôt, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Et donc, nous n'allons pas vous laisser partir sans vous demander cette question. Quelle attitude doit-on avoir au cours d'un sujet de management de la force de vente? Voilà. Comme je le disais, la sérénité. La sérénité, la concentration, et puis essayer de se remémorer tout ce qu'on a vu en classe. C'est pourquoi j'avais dit, si un étudiant est présent, ça va beaucoup l'aider. Surtout, comme vous l'avez dit, au niveau de la rémunération, la taille optimale de la force de vente, l'optimisation du vendeur. Ces éléments-là vont l'aider dans la rédaction de son sujet. Donc, c'est la concentration. D'accord. Merci, professeur. Et mot de fin? Bon, j'ai tendance en classe, pendant mes cours, à heurter les étudiants. Mais c'est fait exprès. Parce qu'un étudiant qui est consciencieux, quand on fouette son orgueil, il doit démontrer le contraire. Mais de plus en plus, M. Diakité, c'est le contraire. C'est comme si c'était une prophétie qu'on lançait alors que ça n'a rien à voir. Quand on dit vous ne valez rien, moi mais je ne vaux rien. C'est pas bien. Hein, quand un étudiant dit, un professeur dit à un étudiant que vous êtes paresseux, il faut montrer, l'enseignant veut qu'on montre sa valeur intrinsèque. Je ne suis pas paresseux. Je peux vouloir ses pouvoirs. Donc, pendant cette période de révision, je demande à nos étudiants d'avoir confiance en eux, de développer cette aptitude de vouloir réussir. Vous voyez, l'homme, c'est ce qui fait la différence entre un homme et un animal. L'homme, quand il veut, il réussit. Et je veux que chaque étudiant, chaque candidat au BTS puisse développer cette aptitude. Je veux réussir, je vais réussir. Et qui ne se stresse pas. Il reste 2 jours, il reste une semaine. Non. Mettre ce sang-là à
profit et puis travailler dans la quiétude. C'est ce que je peux dire. Et donc, c'était le mot de fin de Madame Baba Emmanuel. Mais avant de se dire au revoir, nous allons prendre quelques questions auxquelles le professeur va bien vouloir répondre. Et donc, y a-t-il des personnes qui sont désireuses de... D'accord? Esmel Bidiaja, qui étudie en deuxième année de gestion commerciale. J'ai bien suivi l'émission et ma question sera axée à deux niveaux. Le premier niveau, c'est durant la détermination de la taille de la force des ventes, cette méthode, la dame a dit qu'il faut prendre en compte le potentiel du vendeur. Et durant ce potentiel-là, est-ce que la prospection en fait partie? Ça, c'est ma première question. Et donc, le deuxième niveau, j'aimerais savoir si, bien évidemment qu'il y a une introduction dans l'étude des cas, mais est-ce que dans une épreuve de management de la force des ventes, il y a aussi une introduction, une phase introductive qu'on doit apporter à l'épreuve? D'accord. Merci. Bien noté. Donc, professeur, vous répondez. Ok, merci à l'étudiant Bidia. Sa question est très pertinente, notamment la prise en charge de la prospection dans le potentiel du vendeur. Il faut dire effectivement à ce niveau, il faut faire très attention. Lorsqu'on vous donne une charge de travail et qu'on vous demande ou on vous donne l'information comme quoi les vendeurs visitent des prospects, en ce moment-là, dans le potentiel du vendeur, on prend en compte, on ne retranche pas le temps de prospection du potentiel du vendeur. Mais par contre, lorsque dans la charge annuelle de travail, on ne fait pas cas des prospects, c'est-à-dire on ne rend pas visite aux prospects, dans ce cas de figure, il faut retrancher le temps de prospection dans le potentiel du vendeur. Donc voilà les deux cas de figure, quand est-ce qu'il faut considérer et quand est-ce qu'il ne faut pas considérer. Oui, l'introduction, je disais, elle est importante. Il faut faire une introduction pour situer le correcteur sur le résumé du cas de management de la force de vente. Donc, elle est obligatoire. D'accord. Et donc, on prend l'avant-dernier avis. D'accord. Bonsoir. Moi, c'est Omo Roxane Manila, étudiante en deuxième année gestion commerciale. Merci, madame, pour votre intervention. Moi, ma question est la suivante. Pour nous, étudiants en deuxième année de gestion commerciale, qui allons sortir bientôt, en entreprise, j'aimerais savoir les tâches auxquelles nous serons attendus. Merci. D'accord. Ok, je vous remercie. C'est l'étudiante Oro, c'est ça? Je dis toujours à mes étudiants qui ont choisi cette filière qu'ils ont choisi la bonne part. Ils ont choisi la bonne part parce que je ne connais pas d'entreprise à but lucratif qui n'ait pas besoin de commerciaux, qui n'ait pas besoin de représentants, qui n'ait pas besoin de vendeurs. Donc, si vous êtes diplômé, c'est important pour ne pas que on abuse de vous, pour ne pas qu'on vous exploite. Donc, si vous êtes diplômé en BTS gestion commerciale, il y a plusieurs tâches qui s'offrent à vous. Entre autres, vous pouvez être spécialisé en études de marché, spécialisé en communication, spécialisé en prospection, spécialisé en vente, spécialisé même en suivi clientèle. Donc, tout ça, ça veut dire quoi? Tout ça, ça veut dire que vous serez d'abord amené en amont à savoir pour une entreprise si elle doit s'implanter dans une zone donnée, si il y a un besoin, si elle doit commercialiser ce produit-là dans une zone donnée. Ça, c'est en amont. Maintenant, en aval, vous allez vendre le produit et vous allez assurer la relation client. Donc, voilà les différentes tâches qui s'offrent à vous au sein d'une entreprise. Le commercial, il est le poumon. Il est le poumon d'une entreprise.
sans un commercial, sans une force de vente, on ne peut pas atteindre les objectifs. Ça c'est clair. Les objectifs d'une entreprise reposent sur le service commercial d'une entreprise. Donc sachez que vous n'allez pas chômer. Il y a pas mal d'activités, de métiers, de fonctions qui vous attendent au sein d'une entreprise. Vous avez votre place. Je pense que ça s'applaudit. Et donc, il nous reste notre dernier avis. D'accord. Alors, bonjour madame. Bonjour. Alors, ma question est la suivante. Entre un étudiant absentéiste et un étudiant présent au cours, dont les trois entités, à savoir le corps, l'âme et l'esprit, sont absents, lequel a le plus de chances d'avoir son examen? Ça, c'est une question plutôt philosophique. Hein. Elle n'est pas philosophique. Le corps n'est pas absent. Je n'ai jamais dit que le corps allait être absent. Le corps il est toujours présent. Sinon, si le corps n'est pas là, c'est qu'il est absent. Il est au même titre que celui qui n'est pas là. Donc, ce sont les deux autres entités seulement qui peuvent être absentes. Mais avec, je veux dire, celui qui a plus de chance, c'est celui dont le corps est présent. Parce qu'avec, comment est-ce qu'on appelle avec, comment je fais? Non, avec l'attention, avec l'insistance, voilà, du professeur, forcément, il va revenir à lui. Il va sortir de son rêve, voilà, de sa promenade, et il va revenir à lui. Par contre, celui qui n'est pas là, il n'est pas là. Il n'a rien entendu et il n'entendra rien. Alors que celui qui est là, si le professeur est vigilant, bon, en tout cas comme moi, voilà, je vois que vous êtes en train de rêver, je vous interroge, ou bien je passe, je vous tape, ou bien je vous demande de passer au tableau. Donc vous voyez que celui dont le corps est là a beaucoup plus de chances, voilà, de comprendre le cours que celui qui est carrément hors de la classe. Effectivement, c'est clair. C'était la question des étudiants à l'endroit du professeur. Je vais réussir. C'est sur ces mots du professeur Madame Baba Emmanuel que nous disons au revoir. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à ce chaleureux public. Et donc, rendez-vous dans nos prochaines éditions sur complément de cours et conseils pratiques pour le BTS. À bientôt.